introduire quelques règles de participation. Et donc la première, c'est que ce webinaire est enregistré et surtout aussi sera rediffusé en direct sur les réseaux sociaux. La deuxième, c'est que donc il est traduit en direct par nos partenaires interprètes et donc vous pouvez choisir vos langues pour écouter, soit en portugais, soit en français. Donc n'oubliez pas de cliquer en bas du webinaire, vous avez un onglet et vous pouvez choisir votre langue. Ensuite, il y aura une session de questions-réponses à la fin du débat de nos panélistes. Et donc, on vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions par écrit. Vous ne pourrez pas intervenir en direct, mais par contre, il y a un petit icône Q et R qui correspond à questions-réponses. Et donc, on vous invite vraiment à ne pas vous limiter, posez vos questions et nous avons donc notre collègue Achille qui va permettre de structurer les réponses et de les transférer aux panélistes, aux modérateurs pour qu'ils puissent vous répondre sur la dernière demi-heure de ce webinaire. Enfin, il y aura un petit sondage aussi pour savoir d'où vous venez, d'où vous nous écoutez. Ça permet voilà, de savoir un petit peu le rayonnement et l'intérêt de ce questionnement et de ce webinaire à travers nos régions. Voilà les quelques règles. Donc, je vous invite aussi à suivre l'ensemble de ces activités à travers les réseaux sociaux qui vont être aussi affichés dans les discussions. Vous aurez les liens donc Facebook, Instagram, LinkedIn et surtout un site qui est dédié au festival où il y a toutes les actualités qui sûrement vont vous intéresser. Il y a tous les liens de tout ce qui se passe. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce festival Mangal et pas seulement du côté scientifique. Je vous laisse la surprise et d'aller voir les réseaux. Voilà, alors maintenant je vais enfin introduire du coup ce webinaire. Donc on est là aujourd'hui pour discuter, débattre autour d'un enjeu dont le titre du webinaire, c'est Entre exploitation et préservation des ressources des écosystèmes de mangroves, quel système de régulation et de surveillance durable on peut trouver. J'ai l'honneur du coup de vous présenter nos panélistes et nos modérateurs. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 4 panélistes qui vont pas pouvoir peut-être tous être connectés sur l'ensemble, mais donc on a Monsieur Salatou Sambou qui est coordinateur de l'APAC Kawawana, pardon, de l'APAC en Casamance Kawawana et aussi président de l'association des pêcheurs de la commune rurale de Mangagoulac. On accueille aussi donc Monsieur Gauthier Moussou, qui est agronome et forestier, qui est le coordinateur de Eco Bénin, spécialiste dans le développement et la gestion des ressources naturelles et leur valorisation à travers l'écotourisme communautaire. On accueille Monsieur Timothée Cook, qui est biologiste marin et écologue, qui est responsable scientifique au sein de l'équipe Blue Shield et spécialiste, entre autres, de la conservation des écosystèmes carbone bleu, dont les forêts de mangroves en Afrique de l'Ouest. On accueille pour la deuxième fois Constance Etunde Nyansunu, désolée encore une fois pour l'accrochage des noms, qui est docteur-chercheur à l'université de Namur en Belgique, spécialiste de l'écologie des mangroves, des services écosystémiques et résilience socio-écologique des mangroves. Et aujourd'hui, pour animer, modérer ce débat, on a l'honneur d'avoir Cédric Vermeulen, donc professeur à l'Université de Liège, faculté de Jean Blou, spécialiste en foresterie sociale et communautaire et en gestion de la faune tropicale. Donc voilà, on a plein de belles personnes et donc on remercie à vous tous d'avoir répondu présent et de participer à ce webinaire. Je vous remets la parole, je te remets à Cédric la parole pour l'animation de ce débat et je vous souhaite un bon débat à tous. Merci beaucoup, Julia, pour cette introduction à ce webinaire
Voilà, hein, la mangrove, un écosystème fabuleux, un écosystème complexe, un écosystème disputé. Nous avons aujourd'hui un sujet particulièrement délicat, hein, concilier exploitation et durabilité. Un panel varié, puisqu'on va depuis la communauté scientifique en passant par les gestionnaires et en passant par un représentant des communautés locales. Et donc, ben, bienvenue à tous. Bonjour à tous nos panélistes. Euh, et puis, ben, sans tarder, je vais commencer à aborder la première grande question, hein, qui nous taraude dans le cadre de ce séminaire. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est de discuter des systèmes de régulation qui auraient été mis en place pour une gestion durable de la mangrove. Vous savez que gestion durable, c'est un grand mot. Dans la pratique, ça veut dire que bien, il y a des ressources naturelles qui sont rares et disputées, et quels systèmes de régulation ont pu être mis en place sur vos espaces, sur les territoires sur lesquels vous avez eu ou vous avez la chance de vivre et travailler. Et va essayer de comparer un petit peu ces différents modes de régulation. Alors, la première question à propos de ces modes de régulation, ces modes de gestion, hein, donc, va s'adresser à Monsieur Salatou Sambou. Nous avons la chance de l'avoir en ligne et c'est quelqu'un aussi de très demandé. Et donc, Monsieur Salatou Sambou, si vous m'entendez bien, est-ce que vous pouvez nous parler au sein de votre communauté, au sein de votre fonction, d'éventuelles activités ou initiatives qui ont été mises en place pour réguler l'extraction des ressources naturelles dans l'endroit où vous œuvrez, où vous vivez? Est-ce que vous pouvez nous témoigner un peu de cela? Monsieur Salatou Sambou, vous êtes bien avec nous? Vous nous entendez bien? Est-ce que vous avez bien entendu ma question? Bien, il semble que Monsieur Salatou Sambou n'est pas en mesure de nous répondre pour l'instant, mais c'est pas grave, hein, on a un panel assez large. Et donc, je vais maintenant adresser la même question à Monsieur Gauthier Amoussou. Monsieur Gauthier Amoussou qui travaille dans les mangroves au niveau de la réserve de biosphère du Mono, notamment. Et c'est un écosystème transfrontalier entre le Togo et le Bénin. Et donc, Monsieur Gauthier Amoussou, est-ce que vous pouvez nous faire part d'éventuels systèmes de régulation qui auraient été mis en place euh, au niveau de la zone du Mono? On parle notamment de zones qui auraient été sacralisées par les communautés locales. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? N'oubliez pas de réactiver votre micro. Merci. Oui, 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 oui. Bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez. Vous m'entendez, Cédric? Oui, oui, je vous entends très très bien et je pense que tout le monde Oh, vous entend bien. ok, très bien. Merci beaucoup et merci d'avoir organisé cette plateforme d'échange. Et comme vous venez de le dire, effectivement, au Bénin, entre 2014 et 2016, Euh, il a été créé au Bénin et au Togo euh, une réserve transfrontière de biosphère qui a reconnu réserve de biosphère MAB UNESCO en 2017. Et donc, cette réserve-là a une partie au Bénin, une partie au Togo. C'est une réserve de l'ordre de 346 000 hectares. Et donc, au Bénin, il y a des aires communautaires au niveau de cette grande réserve-là. Et au niveau de ces aires communautaires, EcoBénin a, ils ont conduit le processus de création de, de l'aire communautaire de la Bouche-du-Roi, qui a une partie
dans les lagunes et une partie marine. Donc, c'est une aire fluvio-marine. Et donc, dans le processus de création, nous avons délimité, mis en place les instances locales de gestion des ressources naturelles, on a fait une cartographie participative, on a voilà, mis en place un cadre institutionnel avec un cadre juridique légal de gestion. Et dans ce processus, il a été élaboré des conventions locales de gestion de chaque aire qui compose cette réserve au Bénin, avec aussi la mise en place d'un plan de, de- d'aménagement et de gestion. Et donc, pour revenir sur les systèmes de régulation, je peux vous dire qu'au niveau, par exemple, de la Bouche-Roi, euh, il y a un zonage qui est fait au niveau de l'air. Donc, nous avons des aires centrales. Donc, on a des aires centrales, on a les zones tampons et puis on a l'aire de transition. Alors, au niveau des zones centrales, ce sont beaucoup plus des zones qui sont où on a la conservation intégrale des ressources de la biodiversité. Euh, donc, on ne touche à rien, on fait beaucoup plus l'éducation en environnement, on fait de l'écotourisme, on fait de la recherche. Mais au niveau des zones tampons, c'est des zones qui sont dédiées beaucoup plus à l'exploitation durable des ressources et exploitation durable de la mangrove, de la pêche, on fait de l'écotourisme, il y a des activités de reboisement, des activités socio-économiques qui sont compatibles à la conservation. Et la zone de transition, voilà, c'est une zone qui est libre, où il y a les habitations, il y a tout type d'exploitation. Et donc, au niveau des conventions euh, locales de gestion, il y a des règles qui sont définies et qui s'alignent sur ces différents usages de chaque zone. Et pour le cas de la Bouche-du-Roi, euh, il y a des instances, donc il y a une association locale de gestion de la Bouche-du-Roi qui a des représentants de la vingtaine de villages qu'on a dans cette zone. Et au niveau de la régulation, les règles locales qui ont été définies sont appliquées par un noyau au niveau de cette association locale de gestion. Et comment cela se fait? Cela se fait à travers, euh, disons, bon, la mise en œuvre hein, de ces règles-là. Et il y a des patrouilles de surveillance qui se font. Donc, il y a, disons, deux types de patrouilles de surveillance. Il y a la patrouille de surveillance communautaire, donc les communautés font leur patrouille dans la réserve. Il y a des patrouilles mixtes, donc là, c'est les associations communautaires et les forces de l'ordre des agents assermentés, donc la police fluviale, la marine nationale et les forestiers qui font la patrouille mixte. Et nous, nous supportons, nous donnons un appui à tout ça et on soutient ce dispositif. Mais dans le processus, pendant qu'on écrivait euh, le plan de gestion de cette aire, les communautés ont souhaité, ont intégré dans les actions de régulation et de surveillance une pratique qui est locale, une pratique qui est la sacralisation des zones de mangrove. En fait, il faut dire que dans cette zone, bon, vous savez, au Bénin, la pratique religieuse qui quand même domine dans le pays, qui prend
plus de 40% de la population, c'est le vaudou, c'est les religions endogènes. Et donc, ici, chez nous, quand on parle de divinité, c'est quelque chose de très respecté. Et donc, il y a dans cette zone-là, la divinité Zangbeto. Zangbeto, ça veut dire gardien de nous. Et donc, la population a demandé que, comme les zones centrales, par exemple, sont des zones protégées de façon plus stricte, que ce serait bien de sacraliser ces zones-là. Donc, la divinité Zangbeto, qui est le gardien de nuit, est une divinité normalement, bon, dans nos villages, hein, dans l'ancien temps, il n'y avait pas la police. Et jusqu'à présent aussi, dans plusieurs de ces villages, il n'y a pas de police. Mais il y a cette divinité qui sort la nuit pour pouvoir contrôler, pour pouvoir assurer la sécurité dans les villages. Et donc, et cette divinité a beaucoup de règles, et avec des sanctions qui sont lourdes. Quand on attrape, cette divinité attrape un voleur la nuit, ils mettent plein de sanctions et c'est vraiment lourd. Et donc, la communauté a décidé d'utiliser ce dispositif-là pour pouvoir protéger les mangroves, certaines zones de mangroves dans la réserve. Et donc, c'est comme ça que c'est inscrit comme action dans le plan de gestion. Et donc, chaque année, on retient, chaque village, les villages retiennent à tour de rôle les zones de noyau des centrales et nous faisons la sacralisation ensemble avec eux. Et la sacralisation, en fait, ça constitue à une cérémonie rituelle pratique qui consiste à conserver vraiment ces zones de mangrove-là. Et comment cela se passe? Euh, il faut dire que les, les, les prêtres, hein, religieux, les prêtres du Zambéto font une cérémonie pour pouvoir introduire les signes, les marques de la divinité dans la zone de mangrove et prononcent les règles liées, les règles et les sanctions liées à cette divinité. Et ces sanctions-là sont vraiment très, très lourdes. Et voilà, ce qui fait que ces zones-là ne sont pas touchées. Jusqu'à présent, on a sacralisé environ 500 hectares de mangroves dans les noyaux centraux de l'air. Et voilà, ça c'est très respecté. Les gens ce n'est pas, c'est pas des règles qui sont facilement touchables. Les gens respectent vraiment cela. Donc, et donc, oui. oui, je vous en prie. Non, je vous en prie, je vous en prie. Non, si, disons de façon très rapide, je ne sais pas combien de temps vous me donnez pour en vous venez parler. déjà de faire vous venez déjà de faire une contribution significative, hein, parce que vous nous avez parlé d'une part de régulation par le zonage, dans le cadre d'une réserve de biosphère, un zonage qui a été négocié, qui a été uma zonagem que foi negativa. Então, posso testemunhar que esta nova reserva de biosfera do Bunu é exemplo de zonagem que foi negociado localmente. E quando vemos a mapa desta zona, que é muito dividida, e isso reflete negociações locais, penso que é exemplo para seguir para as reservas de futuros que d'autre part, tout à fait classique et qui continue à fonctionner de par le monde, qui est la surveillance. Hein. La surveillance classique, on a parlé de patrouilles mixtes, qui sont des patrouilles en fait de tous différents corps de l'État. Ce sont des patrouilles qui restent nécessaires, puisque
elles permettent d'avoir une surveillance qui n'est pas liée à la communauté elle-même. On sait que ce n'est pas toujours facile pour la communauté d'aller indexer ou punir son oncle ou son neveu. Et donc, c'est important d'avoir toujours une surveillance qui reste externe. Mais on voit aussi qu'il y a une surveillance interne qui est mise en place par les communautés rurales elles-mêmes. Et au sein de cette surveillance interne ou de ce mode de régulation interne, eh bien, on fait intervenir un phénomène de sacralisation de zones, sacralisation par des croyances locales très ancrées. Et c'est un double bénéfice parce que d'une part, on conserve la mangrove, rappelons-le, au profit des communautés et des générations futures pour qu'elles ne disparaissent pas. Mais d'autre part, comme c'est le cas et c'est souhaité dans des réserves de biosphère, on met en valeur les valeurs culturelles. Et donc, le vaudou chez ces peuples-là est une valeur culturelle importante et elle est donc valorisée et mise en avant dans le cadre de ce système de régulation. Et moi, je ne peux que féliciter le Bénin et les communautés locales et l'administration compétente pour ces approches, hein, évidemment avec l'appui précieux d'Eco-Bénin, parce que c'est un modèle qui est vraiment très intéressant en matière de régulation. Peut-être juste la question évidemment comment est-ce qu'on va dire ça, de l'ingénieur derrière. Est-ce que vous avez un système de suivi de ce mode de régulation? Est-ce que vous avez dit que les surfaces n'étaient pas touchées? Comment est-ce que vous avez des indicateurs qui permettent de dire, ben oui, ça fonctionne ou ça peut s'améliorer, ou comment est-ce que vous faites ça? Oui, bon, déjà, les indicateurs de suivi de cela, c'est l'observation, mais c'est aussi le renseignement, la collecte de données. Et donc, nous avons un outil de collecte de données dans la zone. On a le Smart Tool que vous connaissez certainement pour collecter des données de dégradation de zones de, de mangroves ou bien euh, d'actes illicites dans la zone. Et donc, cet outil-là est renseigné dans diverses zones. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, dans ces zones qui sont sacralisées, il n'y a pas de dégâts. Les gens respectent cela. Il faut dire que, bon, nous sommes dans une zone où euh, le sacré, le vaudou, surtout la divinité Zambéto, est très respecté parce que voilà, les sanctions sont lourdes. Ça peut partir de si vous ne respectez pas ces règles-là, vous pouvez payer des amendes, vous pouvez payer des, des, des cabris, vous pouvez payer une somme d'argent, vous pouvez être interdit de certaines choses dans le village, même d'acheter à manger, même, pourquoi pas, même d'être salué dans le village. Donc, les règles sont vraiment tellement lourdes que les gens respectent ces choses-là dans la localité. Alors, et les indicateurs aussi qu'on trouve vraiment au vert, c'est que euh, les villages de plus en plus demandent que cette sacralisation continue même dans les zones tampons, qu'on essaie de sacraliser certaines zones tampons, ou bien lorsque nous plantons de nouvelles zones de mangroves et que, bon, ce n'est pas rassurant que cette zone-là, les gens vont respecter les règles. Euh, les villages nous demandent voilà, la possibilité qu'on aille euh, rapidement à la sacralisation. Donc, voilà ce que je peux dire sur la question. Oh, J'ai mis ici dans le chat oui, des, voilà, des données dessus avec une vidéo de comment tout ça se passe.
C'est très voilà. vivant, c'est festif, mais en J'allais même temps, j'allais vous le derrière, demander. J'allais vous le voilà. demander parce qu'il me semble qu'il y a des vidéos YouTube où on voit danser d'ailleurs la divinité. Oui, Peut-être qu'on exactement. peut le mettre dans le chat comme ressource complémentaire. En tout Oui. cas, un tout grand merci pour ce premier témoignage. Je vais profiter que nous avons peut-être Monsieur Salatou Sambou du Sénégal en ligne et qu'il est disponible pour tenter de lui reposer la question que je vous ai posée aussi, hein, et qui est toujours la même. Mais Monsieur Salatou Sambou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, bonjour et bienvenue dans ce panel. Je vais directement à la question. Est-ce que vous pouvez nous parler au sein de votre communauté, vous qui êtes issu d'une communauté, de quelles activités ou initiatives ont été mises en place pour réguler l'extraction des ressources? On sait que les communautés vont extraire des ressources différentes, que ce soit du bois ou des coquillages ou d'autres ressources, du poisson. Est-ce que vous pouvez témoigner d'éventuels modes de gestion ou de régulation qui auraient été mis en place de votre côté? Vous êtes toujours avec nous? Monsieur Salatou Sambou, est-ce que vous nous entendez? J'ai l'impression que la communication avec le Sénégal n'est pas évidente. Alors, je vais de nouveau… Vous m'entendez? Ah, voilà, monsieur Salatou Sambou, il semble sortir d'un bâtiment. Nous sommes en direct avec lui. Je suis en train vraiment de chercher le réseau, sincèrement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous vois et je vous entends. Est-ce que vous pouvez répondre à notre question? On a l'impression de faire du journalisme en direct. Non, c'est pas grave. De toute façon, quand même, est-ce que vous pouvez me reposer la question, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Salatou Sambou. Bien sûr, Ok. monsieur Salatou Sambou. Est-ce que vous pourriez nous parler, témoigner au sein de votre communauté, quelles activités, quelles initiatives auraient été mises en place pour réguler l'extraction des ressources? On sait que les communautés puisent dans les ressources, elles prennent du bois, elles prennent du poisson, elles prennent des coquillages. Est-ce qu'il y a des systèmes qui auraient été mis en place de votre côté au Sénégal pour, pour essayer d'encadrer, de gérer, de réguler cela? Voilà, merci. Donc, je vais prendre l'exemple auquel je suis l'initiateur, qui est l'APAC Kawana, qui se trouve au Sénégal, en Casamance, précisément, dans ma commune. En fait, c'est dans les années 1980 que la communauté des pêcheurs ont commencé à sentir la réduction importante de la ressource marine côtière. Et cela, quand même, fit une préoccupation majeure. Et pour faire face à cette situation, il a fallu qu'on s'organise en association de pêcheurs pour réfléchir par rapport à ce phénomène. Et partant de cela, nous sommes arrivés à créer une association qu'on appelle APCRM, Association des pêcheurs de la commune rurale de Mangagoulack, qui a mené plusieurs activités avant, dont la dernière est la mise en place de l'aire protégée appelée Kawana. Mais avant de mettre tout cela, d'aller maintenant dans le processus de création, il nous a fallu plusieurs journées pour faire un inventaire de la ressource, que ce soit les poissons, que ce soit la mangrove, que ce soit la faune et tout cela. Et partant de cela, c'est à travers l'inventaire, les résultats de l'inventaire qui nous a vraiment quand même démontré le départ important des poissons nobles qu'avait l'habitude de consommer la communauté. Et là, actuellement, vraiment quand même, on est vraiment quand même dans une phase vraiment d'appauvrissement du côté bénéfice qui socio-économique, mais aussi du côté nutritionnel. Donc, nous avons créé ce qu'on appelle un comité de pilotage qui est composé de 8 personnes dont chaque village est représenté pour sillonner dans l'ensemble des villages pour discuter sur la situation de la mise en place de la PAC Kawana. Après avoir quand même sillonné dans tous les villages, on a organisé une rencontre
communautaire qui a regroupé pratiquement hommes et femmes, jeunes garçons et jeunes filles, pour faire une restitution et maintenant valider l'idée de la mise en place de la PAC Kawana. Et donc, quand on a déjà quand même on a validé cette idée, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut maintenant quand même organiser des séances de travail pour élaborer ce qu'on appelle un plan de gestion et une instance de gouvernance. Et par rapport à cela, dans l'instance de gouvernance, la communauté a finalement validé 5 organes de gouvernance qui sont le bureau de l'association des pêcheurs qui est à l'origine de l'idée, l'Assemblée générale des associations aussi qui est un organe, le conseil des charges qui joue un rôle important dans la conservation, et le conseil municipal aussi qui est le premier partenaire de qui, et aussi le conseil scientifique pour l'analyse des données. Ça, ce sont les aspects de gouvernance. Et maintenant, est-ce que dans le plan de gestion, vous avez pu prendre des règles de gestion? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Les règles, les mesures de gestion. OK, dans le plan de gestion, nous avons quand même le règlement, l'équipe de surveillance, le système de jonage. Et dans le règlement, c'est les communautés qui ont fait la proposition avec à la présence, avec l'invitation des services techniques et le conseil municipal et régional pour au moins être en conformité avec la législation. Donc, nous avons élaboré quand même aussi, nous avons fait un atelier. J'ai l'impression qu'on a perdu Monsieur Salatou Sambou. La connexion n'est pas facile. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Salatou Sambou? OK, oui. c'est bon. Allons-y. Nous avons travaillé quand même 2 jours pour l'élaboration du règlement intérieur. Et le règlement intérieur, comme c'est un règlement qui appartient à la communauté locale, ça ne peut qu'être validé au niveau local. Nous avons organisé encore une réunion de validation dont les communautés aussi ont quand même amené certaines améliorations de ce qui a été proposé ensemble avec les services techniques. Et maintenant, quand nous avons validé le règlement intérieur à la présence du conseil régional, de l'institution administrative et des services techniques et les médias aussi, et on s'est dit que ce règlement doit vraiment être quand même mené 2 mois pour sensibilisation avant la mise en exécution des règles. Et nous avons quand même commencé à sillonner au niveau des acteurs de pêche, au niveau des CLPA, des différents CLPA voisines, pour leur parler de ce qui est le règlement intérieur. Et les 2 mois de sensibilisation, quand on vous prend dans la zone, nous vous faisons part que pratiquement, voilà ce qui est interdit, voilà ce qui est autorisé. Et maintenant, dans cela, dans le règlement intérieur, il a été bien clair que dans le système de zonage, chaque zone a ses règles. Parce que nous avons 3 zones. Une zone de reproduction qui est pratiquement interdite à tout un chacun, que ce soit les autochtones, que ce soit les allochtones. Une zone ouverte pour la pêche professionnelle, qui est autorisée à tout un chacun et qui a le droit de pêcher sur les eaux juridiques du Sénégal, avec quand même des mailles réglementées, et une zone réservée pour la pêche de subsistance, auquel tout un chacun qui pêche dans ces zones, qui parvient à faire une capture importante, ne peut vendre ses produits au niveau des villages de la commune, qui est le village polarisant la PAC. Tu n'as pas le droit d'amener tes poissons hors de la commune de village parce que ça a été une pêche réservée pour la pêche de subsistance. Voilà les 3 zones. Maintenant, dans la zone interdite, qui est pratiquement zone de reproduction, qui doit permettre à l'alimentation des différentes zones, c'est de là-bas où nous menons pratiquement les activités de suivi, telles que la pêche ichthyologie. Cette pêche ichthyologie nous permet d'évaluer l'amélioration des poissons en quantité et en qualité, mais aussi du stade de reproduction. Parce que les stades de reproduction aussi nous permettra aussi de pouvoir aussi décider
Et tel poisson, quand même, la plupart, son stade de reproduction, c'est à partir de tel mois. Donc, tel mois, si on doit interdire à la pêche de cette espèce, c'est à partir de tel mois à tel mois. Donc, c'est très important pour nous, le système vraiment de suivi et ichthyologie. Mais en dehors Formidable. du suivi, Oui, et qui fait respecter les règles? Par exemple, qui s'assure que la zone de reproduction, personne ne va pêcher dedans? bon, vous savez qu'aussi, quand même, notre particularité ici en Casamance, c'est que nous travaillons avec des aspects traditionnels. Nous, les femmes jouent un rôle important. Il y a la sacralité et que les femmes vraiment quand même contribuent sur l'aspect de surveillance. Toute personne qui habite en Casamance, ils connaissent ce qu'on appelle un fétiche. Le fétiche, quand même, c'est quand même posé par des femmes anciennes et qui ont quand même qui détiennent un pouvoir. Et la plupart des gens qui connaissent les fétiches ne font que respecter parce que c'est dans le fétiche, c'est quand même un élément, un phénomène qui ne pardonne pas. C'est pas visible, mais quand même c'est quelque chose de mystique. C'est pour cela quand même nous n'avons pas assez de difficultés par rapport à cette zone d'interdiction. Cela ne veut pas dire que pratiquement on a une réussite à 100%. Non. Il y a des contrevenants qu'on a pu capter, mais quand on a capté ces intervenants, nous les avons acheminés au niveau de l'agent des pêches qui est assermenté pour une verbalisation. Et ce qui nous donne plus quand même de considération et de valeur, c'est parce que aussi, dans toujours aussi quand même notre plan de gestion, nous organisons des émissions radio tous les mois pour au moins sensibiliser, informer et aussi quand même partager quand même les conseils de part et d'autre. Ce qui fait que pratiquement, une fois, nous sommes rendus jusqu'à trois reprises au tribunal devant le juge et le juge a confirmé ces derniers que pratiquement même la France 24 vient de publier un article de Kawana dont moi-même je lis. Donc, vous êtes fautif. Ils ont des règles qui ont été quand même adoptées et approuvées par arrêté du gouverneur qui représente quand même le président au niveau de la région. Donc, vous ne pouvez que pratiquement respecter ces règles, même s'ils ne sont pas assermentés, mais quand même aussi quand même la personne qui a élaboré ce procès verbal est un agent assermenté de l'État. Donc, nous pouvons nous mettre qu'en application de ce que les tests ont dit. Donc, ça aussi, c'est un élément très fondamental et ça nous donne quand même un grand succès aujourd'hui au sein de Kawana. C'est vrai que pratiquement aussi, quand même, on ne manque pas de défis. Quels sont ces défis? Le défi est que nous sommes tous des bénévoles. Et nous savons tous que le bénévolat n'est pas quand même un aspect durable. Les gens ont besoin de vivre. C'est pour cela, je dis que vraiment, nous n'avons pas eu la chance, nous qui avons initié ce projet, mais la génération actuelle a eu la chance à travers le projet de Fabio qui a accepté à motiver, même si c'est symbolique, les surveillants. Et c'est ça qui a donné encore plus de force aujourd'hui à la surveillance, qui sont aujourd'hui pratiquement dans les eaux 24 heures sur 24. Voilà quand même un peu de ce que je voulais dire. Mais merci. Donc, vous venez nous parler des modes de régulation. J'ai peur de vous perdre en ligne, donc je vous pose quand même d'abord encore des questions avant de synthétiser. Dites-moi, au niveau des zones sur lesquelles vous avez mis des modes de protection, que ce soit des modes de protection un peu modernes, juridiques, négociés localement et aussi des fétiches, qu'est-ce que vous voyez comme résultat en termes d'effet sur l'écosystème, puisque vous nous parlez d'un problème au départ de poissons qui disparaissent, de problèmes de revenus et d'alimentation. Est-ce que ça a eu déjà de l'effet ou est-ce qu'il faut encore attendre quelques années avant que ça fasse de l'effet? En réalité, ce ne sont pas quand même des choses qui compliquent à voir. Même si vous êtes dans le terrain, vous allez voir que pratiquement, il y a des résultats efficaces. De un, du côté de la mangrove, avant, il y avait l'exploitation abusive des gens qui viennent de Ziguinchor pour couper les troncs pour faire des étais, des étais de construction. Et actuellement, quand même, toute la zone est touffue de mangroves. Il y a une interdiction de coupe. Même le bois mort, on n'en touche plus maintenant. Même si c'est autorisé, mais les gens sont maintenant habitués. Du côté aussi de la ressource, nous avons identifié 15 espèces indicateurs
Mais aujourd'hui, nous sommes retrouvés pratiquement à 36 espèces. Donc, pratiquement, nous avons dépassé largement les espèces indicateurs. Et du côté aussi nutritionnel aussi, concernant le suivi socio-économique, les postes de santé, les infirmiers, quand même, nous ont confirmé que pratiquement, ils ont enregistré ces dernières années moins de cas de poly par rapport à avant et moins de cas nutritionnels par rapport à avant. Et du côté aussi des boutiquiers, aussi des commerçants, et aussi, ils ont confirmé qu'il y a moins de dettes actuellement par rapport aux pêcheurs. Parce que celui qui prend des dettes et qui ne parvient pas à rembourser vraiment, à savoir qu'il n'y a pas la ressource. Mais actuellement, les pêcheurs, au lieu de s'endetter, ils préfèrent acheter directement. Donc, tout ça sont quand même des facteurs qui déterminent la réussite vraiment de ce qu'on est en train de faire. Oui, et très intéressant comme indicateur, puisque vous prenez des indicateurs directs, mais aussi indirects, hein, puisque le niveau d'endettement ou le niveau de nutrition mesuré, ce n'est pas des choses qui sont directement liées au stock de poissons qu'on peut observer sur le terrain, mais ce sont des indicateurs indirects qui prouvent que finalement la pêche va mieux et donc que les enfants vont mieux ou que les pêcheurs sont moins endettés. Très original comme indicateur. En tout cas, pour vous synthétiser un petit peu rapidement, intéressant de voir que comme au Bénin, vous êtes parti d'un processus quand même de zonage, mais à plus petite échelle et interne à votre communauté. On sent qu'il y a eu un gros travail de mise en place de légitimité de toute votre organisation communautaire, beaucoup de négociations, beaucoup de sensibilisation, pour enfin aboutir à un règlement d'ordre intérieur qui reste un document, mais qui a apparemment le mérite d'avoir été négocié entre tous. Et enfin, ce règlement d'ordre intérieur qui amène à des règles, c'est-à-dire des modes de régulation, de gestion, qui sont de différents ordres, fondés sur le zonage et suffisamment, on va dire, acceptés par tous pour que ça puisse produire des effets. Donc là, on a quand même une belle contribution de la part du Sénégal. Mais Monsieur Salatou Sambou, essayez de rester en ligne, hein, de rester avec nous. Mais je vais maintenant passer la parole à un autre panéliste parce que je suis garant du temps, bien sûr. Est-ce que si vous voulez encore rajouter quelque chose concernant le sujet, n'hésitez pas. Ok, peut-être ça me serait un peu difficile parce que aussi je représente la région de l'Afrique de l'Ouest et nous allons valider tout de suite un document stratégique, un plan stratégique pour l'Afrique de l'Ouest. Et moi, je suis la seule personne qui est là pour cela. Donc, je serais vraiment quand même coupable si on valide des choses qui ne vont pas vraiment au contexte de l'Afrique. Ça serait un peu difficile, un peu dangereux pour moi. Mais par contre, ce que aussi j'aimerais rajouter par rapport... Allez-y. Ce que j'aimerais rajouter par rapport au contexte auquel vous parlez. J'ai bien écouté quand même mon ami, mon cher du Bénin à travers sa présentation que j'ai appréciée. Donc, parce que je connais un peu le Bénin, j'ai fait quand même un peu le Bénin une année. Je les ai même formés sur le processus de renforcement autonome des APAC. Mais ce que j'aimerais ajouter aujourd'hui, en termes de résultats, pour dire vrai, dans tout le département de Bignona ou la région de Ziguinchor, je peux confirmer que c'est seule la commune de Mangagoula qui n'a enregistré aucun élément sur quand même, le voyage clandestin vers l'Europe. C'est dit à quoi? Aujourd'hui, quand même, la communauté a la conscience que partant d'ici, à travers la sensibilisation, ils peuvent réussir leur vie. Et c'est pour cela que nous avons créé à l'intérieur de la PAC des structures, les femmes qui collectent les huîtres, les gens qui font quand même le micro-marailleur, ce qui veut dire que pratiquement la ressource quand même est destinée à une chaîne de valeur. Les pêcheurs pêchent, ils donnent aussi quand même les autres, comme ça les jeunes, les garçons qui n'ont pas de travail, ils vont aller vendre pour aussi gagner leur bénéfice. Ok, vous avez bien compris que M. Salatou Sambou est au four et au moulin. Hein. Il est en plein dans un autre séminaire international en train de représenter l'Afrique de l'Ouest. On a donc eu la chance de l'avoir un petit peu de temps. Je vais passer bientôt la parole à un panéliste, mais rappelez que n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, des questions-réponses. Questions-réponses qui seront abordées en fin de webinaire, dans la dernière demi-heure, de manière synthétique. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à formuler
non pas dans le chat, mais vous avez un onglet qui s'appelle questions-réponses. N'hésitez pas à les poser là, mais ne vous attendez pas à une réponse immédiate. La réponse viendra en fin de webinaire lorsque on regardera l'ensemble des questions, on les synthétisera et on les posera aux différents intervenants. Alors, nous restons sur ces modes de régulation. Peut-être que nous pouvons passer la parole à Monsieur Timothée Cook, qui arrive avec un tout autre aspect hein, qui va nous expliquer ici. Timothée, dans le travail que vous faites et que vous allez nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous parler de modes de régulation, d'une certaine façon d'encadrer tout ce qui se passe dans ces zones de mangrove? Bonjour à tous, bonjour Cédric, merci pour votre question. Alors oui, je vais en tout cas tenter d'y répondre. J'ai une approche qui est très différente puisque c'est une approche globale. Comme vous l'avez compris, je suis basé en France. Je ne représente pas une communauté ou une organisation non gouvernementale en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Néanmoins, je travaille pour une structure, Blue Seeds, qui accompagne les porteurs de projets en conservation marine en Méditerranée et en Afrique de l'Ouest. Et nous avons notamment travaillé avec le réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest, RAMPAO, sur les questions de stratégie financière de ces aires marines protégées. Alors, donc, c'est un lien qui est difficile à faire après ces deux premières présentations, puisqu'en fait, on parle d'argent, mais Monsieur Salatou, tout de même, a réussi à amorcer ce lien en disant que on ne peut pas juste compter sur les bénévoles. Et effectivement, le bénévolat, pour moi, c'est fondamental, c'est absolument essentiel. Mais en fait, dans ce monde, on va dire, hyper connecté, eh bien, l'argent est un moteur, et on est connecté sur la planète, pas seulement par l'argent, mais aussi par le carbone. Donc, c'est de ça dont j'aimerais parler. Donc, aussi pour reprendre un petit peu ce que disait Julien en me présentant, donc, je ne suis pas spécialiste du carbone bleu de la mangrove, mais j'essaye de le devenir. C'est, on va dire, qui est récente, qui est changeante, et qui est compliquée à appréhender parce qu'elle fait appel à beaucoup de concepts économiques et techniques, et elle se confronte à un changement permanent dans les résultats des projets de la finance carbone. Quand je dis changement permanent, je fais référence notamment à des découvertes de projets qui ont été des échecs, voire des scandales sur des forêts tropicales dans plusieurs régions du monde, qui sont des projets qui ont reçu un financement donc de la part par l'achat de crédits carbone, mais des crédits qui n'auraient pas existé, on va dire. Donc, en fait, dans ce contexte d'interrogation sur en fait cet outil, ce levier qui est le levier de la finance carbone, il faut peut-être rappeler de quoi il s'agit et en quoi ça peut être éventuellement un outil de régulation euh, des, euh, des activités dans les projets des communautés qui vivent de l'exploitation ou de l'utilisation de la. Et pour ça, il faut rappeler de quoi est-ce qu'on parle. Alors, on parle du marché carbone. Et le marché carbone, c'est une déclinaison du protocole de Kyoto de 1997 qui cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre, quelque chose qui a été réitéré par les accords de Paris en 2015. Et en gros, on cherche à atteindre un niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour atteindre une température moyenne de la planète qui serait convenable, on va dire. Et pour ce faire, en fait, un certain nombre de mécanismes ont été mis en place par des accords, des traités internationaux.
pour s'accorder sur la quantité de gaz à effet de serre que l'on est prêt à libérer dans l'atmosphère. Et donc, quand on coupe une forêt de mangrove, quand on brûle, quand on fait un brûlis, on libère une quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et puis même dans le sol, en fait, au bout d'un certain temps, il y a en fait une oxydation et en fait, on a une perte de CO2. Donc, on va augmenter en fait, la température globale. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ce marché carbone pour réduire cette émission de gaz à effet de serre et l'utiliser comme levier euh, en, euh, en proposant à certaines entreprises qui voudraient compenser les émissions des gaz à effet de serre qu'ils ont par leurs activités, leur proposer la possibilité d'acheter des crédits carbone qui correspondent à des activités de réduction euh, de ces émissions sur des sites. Donc, par exemple, en ce qui concerne les mangroves, ça peut être replanter de la mangrove. Si on replante de la mangrove, on peut s'attendre à séquestrer du carbone. Alors, je m'excuse auprès des traducteurs, des interprètes, si je vais un petit peu vite, si c'est un peu technique. Je vais essayer de ne pas aller trop vite et peut-être de ralentir, mais voilà. Donc, Timothée, donc oui, du coup, justement, je vais en profiter pour résumer. Tout le monde s'inquiète du changement climatique. Il existe des systèmes internationaux pour tenter de freiner le changement climatique. Un de ces systèmes, c'est on peut essayer de stocker plus de carbone et de rétribuer, en gros, les gens qui voudraient bien le stocker. Est-ce que je me trompe en oui, disant ça? c'est un bon résumé. Et en fait, Et donc, du coup, dans ce cadre-là, on se dit que les écosystèmes de mangrove peuvent aussi stocker du carbone. Et donc, on en est là. Est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on va vérifier qu'une communauté ou qu'une entreprise ou qu'un endroit donné stocke bien du carbone dans la mangrove? Avec quel système? Et je pense que c'est de ça dont maintenant tu vas nous parler. oui, en fait, il a fallu brosser un peu le cadre qui est complexe et qui est pas évident à comprendre. Euh, donc, effectivement, euh, les mangroves sont souvent, et sans doute à juste titre, montrés du doigt comme étant l'écosystème terrestre, semi-terrestre, semi-aquatique, qui est susceptible de stocker, de séquestrer la plus grande quantité de carbone par hectare. Et donc, cette capacité de séquestration du carbone, elle doit être exploitée justement pour essayer de réduire cette quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il semble logique qu'on puisse mettre en œuvre des projets, et notamment des projets communautaires, et c'est à cela que je vais en venir, puisque à ce jour, l'immense majorité des projets carbone bleu, comme on les appelle, sont et j'aimerais en profiter, et ça va me permettre euh, d'illustrer mon propos. Je vais en profiter pour partager mon écran et vous présenter un, un projet qui est un site internet. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Voilà. Donc, je suis en train de vous partager le Moi, je le site, vois, il n'y a pas de problème. très bien, de Fair Carbon, donc carbone éthique. Donc, cette organisation basée en Suisse, qui ne vit pas de la vente de crédit carbone, qui est financée par la philanthropie, euh, est une structure qui informe sur les projets carbone bleu, et en particulier les projets mangrove, puisque 95% des projets carbone bleu sont des projets mangrove. Et donc, ce qui est très intéressant pour nous, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique en général, c'est de pouvoir consulter cette ressource qui possède un atlas, une cartographie, et je vais maintenant vous partager cet atlas de tous les projets mangroves, et dont la plupart sont des projets communautaires, comme je l'ai déjà dit, dans le monde. Donc, vous voyez que l'immensité des couleurs ici des couleurs, des projets sont de couleur orange, ce qui veut dire qu'ils sont en cours de développement. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons
un certain nombre de projets en cours de développement, et puis un projet qui est déjà bien développé, puisque les crédits carbone ont déjà été vendus, attribués, il a été validé. Donc, comment ça se passe? Alors, eh bien, il faut d'abord un porteur de projet. Ce porteur de projet, alors oui, j'en profite également pour vous montrer que on peut cliquer sur chaque site et avoir accès aux détails du projet. Donc, j'invite tout le monde qui s'intéresserait aux aspects pratiques de ces projets et justement à l'aspect que tu soulevais, Cédric, de vérification, de certification, d'aller dessus, puisque il est possible d'y trouver, eh bien, tous ces documents. Donc, ces documents, ce sont une fiche du projet, ce sont un rapport de validation du projet et des rapports de vérification. Alors, quels sont ces différents rapports et pourquoi est-ce que le rapport de vérification en particulier est le plus important? En fait, un projet tel que un projet communautaire carbone bleu mangrove part du principe que on doit, quand on est une communauté et qu'on accepte généralement avec une association locale, avec le soutien d'une association locale, quand on accepte de s'embarquer dans cette aventure qui va durer plus de 30 ans, eh bien, on accepte de réduire soit la coupe de la mangrove, soit on accepte de replanter de la mangrove. Et en échange d'une rémunération financière qui sera à négocier avec l'association porteuse du projet. À négocier, quand je dis à négocier, ça veut dire euh, la, la manière dont l'argent sera dépensé est à négocier. En revanche, la quantité d'argent, elle, est non négociable puisqu'elle correspond à la quantité de CO2 qui aura été séquestrée ou qui n'aura pas été émise en conservant une zone qui l'aurait été. Donc, c'est la question de l'additionnalité. Donc, l'additionnalité, c'est pouvoir prouver, et c'est là qu'on arrive à la régulation, Cédric, et merci de ta patience. L'additionnalité, c'est pouvoir prouver que soit on n'a pas déforesté, soit qu'en conservant une zone, on a pu prouver que si on ne l'avait pas fait, elle aurait été déforestée. Et en fait, cette quantité conservée ou cette quantité replantée, elle a une valeur en tonnes de CO2. Et cette valeur en tonnes de CO2, elle a une valeur monétaire sur le marché volontaire, donc en dollars, par exemple, ou autres devises. Et donc, en fait, cet argent, enfin, pardon, ces crédits carbone, ces tonnes de carbone vont être achetées par une entreprise quelque part dans le monde qui souhaitera réduire, euh, réduire ses émissions. Comment est-ce qu'on vérifie qu'il y a additionnalité? Eh bien, en fait, l'organisme de certification, très souvent c'est Verra, mais ça peut être Plan Vivo, va venir d'abord au début, c'est la validation au début du projet, s'assurer que, eh bien, les zones dont on parle sont bien des zones où il y a eu des dégâts et que ces dégâts n'ont pas été volontaires tout récemment, mais remontent à plusieurs années, va s'assurer que c'est bien de la mangrove. Et puis, en fait, cette agence de certification va revenir, ou en tout cas, par le biais d'une organisation locale, s'assurer, vérifier, 3, 4 ans ou 5 ans plus tard, qu'il y a eu bien, par rapport à ce à quoi s'était engagée la communauté et l'association qui l'encadre, il y a bien eu additionnalité. Et si c'est le cas, eh bien, un certain nombre de crédits carbone seront alloués aux porteurs du projet. Et donc, ça se traduit en devises. Alors, voilà, c'est un peu compliqué, mais le principe sous-jacent est simple et les mécanismes de certification, donc de régulation, eh bien, ça va consister à prendre des photos aériennes, photos satellites, à aller sur le terrain, vérifier que la communauté s'est bien engagée à respecter. Et donc, ce qui va se passer au niveau de la communauté pour qu'elle-même se régule à le faire, eh bien, ça, c'est quelque chose qui n'est pas de mon domaine, on va dire, mais on peut aussi imaginer un certain nombre de mécanismes d'autorégulation où, eh bien, quelqu'un qui va tricher, eh bien, sera vite, on va dire, identifié
est régulé par le reste de la communauté, puisque c'est à l'encontre du projet dont la communauté, dans son ensemble, va bénéficier. Il faut préciser que ces bénéfices monétaires s'étalent sur des dizaines d'années, puisqu'en fait, c'est le temps qu'il faut pour qu'une mangrove soit restaurée à maturité, par exemple. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est Oui, mais c'est très compliqué. je vais te résumer en quelques phrases et tu me diras si je ne trahis pas ton propos. Donc, en gros, moi, je suis PDG d'une entreprise qui émet beaucoup de CO2. Je veux compenser de manière volontaire ces émissions en stockant du carbone. Je vais m'adresser à des entreprises ou des sociétés ou des organismes qui me propose de le faire convenablement. On va me dire, ben voilà, il y a telle communauté au Sénégal ou ailleurs dans le monde qui est prête à stocker du carbone à travers de la mangrove, soit en la restaurant, soit en évitant de la déforester. Et puis, ben, on va avoir un instrument de régulation par le marché, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens, eh bien, si vous conservez cette mangrove ou si vous la reconstituez, et si vous le faites sur plusieurs années, eh bien, on va venir vérifier à un temps T, 0, quel est l'état de cette mangrove, et à un temps T plus 3, T plus 5, eh bien, vous recevrez de l'argent sonnant et trébuchant qui sera versé à cette communauté. Euh, Sous condition, évidemment, que la communauté ait pu s'organiser elle-même pour faire en sorte que le reboisement ou la mangrove en question ait bien été conservé. Et il faut qu'il y ait additionnalité, c'est-à-dire il faut qu'on puisse prouver qu'il y a bien du carbone en plus, j'imagine, qui a été stocké. Est-ce que ça résume un petit peu le système? Oui, merci, c'est vrai que ça résume assez bien. Et si je peux ajouter une chose, donc c'est Mais que du coup, oui, oui, d'abord, j'allais te poser oui, la même question qu'aux autres panélistes. On vient de parler d'un système de régulation. C'est un système par le marché, c'est un système par l'argent, c'est un système par l'extérieur, hein, puisque c'est un organisme indépendant de certification qui vient vérifier et qui n'est pas soumis à pression en théorie. Euh, Est-ce que ces organismes ont pu montrer qu'il y avait eu de l'additionnalité, qu'il y avait eu des mangroves conservées, du carbone stocké, et est-ce que des communautés ont été déjà rétribuées? Est-ce que tu as des exemples où ça fonctionne, ou bien des exemples où il y a des petits couacs, concrètement? alors, oui, oui, concrètement. Alors, premièrement, comme vous avez pu le constater sur la carte que je vous ai partagée, donc j'invite encore une fois les gens qui s'intéressent à visiter le site de Fair Carbone, parce qu'en fait, à ma connaissance, c'est le seul site qui n'a pas d'intérêt, qui est indépendant en la matière et qui fait un travail d'agrégation des informations sur le sujet. Donc, c'est extrêmement important ce travail qu'ils font. Et la carte en question, qui donc recense tous les projets en cours, comme je vous l'ai indiqué, la plupart de ces projets sont de couleur orange, ça veut dire qu'ils sont en développement. Et les projets qui ont déjà fonctionné, qui ont déjà pu générer de l'argent, sont au nombre de même pas 5, on va dire. Donc, là où je veux en venir, c'est que c'est encore très nouveau. Il y a encore beaucoup de questions sur comment faire fonctionner cela, et ça fonctionne parfois très bien, parfois moins bien. En réalité, il n'y a pas de règles, mais le but, c'est de quand même essayer de, de trouver une solution pour en faire quelque chose. euh, je vois que Monsieur Salotou qui est revenu parmi nous. Ok, Timothée. J'aimerais juste finir du coup Oui, vas-y, essaye sur cette de question-là. terminer, puisque je dois garantir le temps aussi. Oui, donc je termine. Donc pour répondre à ta question qui était précise, oui. Alors il y a un cas d'école, c'est le projet porté par Océanium pour Livelihood Sénégal en Casamance et Ciné Saloum, qui est un cas d'école parce qu'en fait il y a eu effectivement de l'additionnalité. C'est un programme de restauration, afforestation. Il y a eu production de crédit, d'argent. On a vu qu'il y a également eu, et ça peut être une forme de régulation, une étude d'impact faite par
la Tour du Vala, qui est donc une structure qui est utilisée aux humides, qui est venue faire une évaluation de l'impact socio-économique, et il y a des retombées socio-économiques extrêmement nettes, au-delà des retombées financières, j'entends. D'accord. Et il y a malheureusement des situations où ça ne marche pas. Donc, à Madagascar, il y a un cas assez connu qui marchait très bien jusqu'à ce que le gouvernement malgache décide que finalement, c'était pas normal que cet argent aille aux communautés, alors que pourtant c'était une de leurs initiatives, c'était volontaire de leur part, et que en fait, donc tous les projets volontaires de carbone vert, on va dire, devaient passer à travers le gouvernement, ce qui complique la donne. Donc, il faut d'abord s'assurer avec les gouvernements, avant de se lancer, s'embarquer dans ce genre d'aventure, que la situation est bien claire, et c'est la question de la propriété des terres, des contrats, voilà. Et je m'arrête là. Ok, merci Timothée d'avoir fait court. On est un peu pressé par le temps, mais j'avais bien retenu moi aussi qu'un des enjeux du carbone et des rémunérations carbone, c'est par où va couler l'argent et est-ce que les gouvernements vont bien laisser aller l'argent aux principaux gestionnaires et bénéficiaires que sont les communautés, et est-ce que les gouvernements ne vont pas essayer de se positionner entre les deux. Et je pense que dans beaucoup de pays, ce n'est pas encore clair. Voire, il y a des pays qui sont très clairs, ils ont dit que tout passerait par le gouvernement, ce qui annonce sans doute des échecs locaux. Tu reviendras peut-être sur la suite, il ne faut pas hésiter si tu as une idée complémentaire, mais là, je vais céder la parole à Constant Setonde pour la dernière partie de cette première partie, c'est la dernière intervention. La même question, hein, Constant, est-ce que il y a des systèmes de régulation que vous auriez rencontrés dans vos recherches, des choses que vous auriez pu observer sur le terrain, des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas? Ici, il n'y a pas de langue de bois. Hein, dire que quelque chose ne fonctionne pas, c'est de la science, c'est apprendre de nos erreurs, c'est avancer. Et je remercie d'ailleurs les panélistes qui ont l'honnêteté de dire ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Constant, à vous la parole. Merci Cédric et merci à tous les panélistes. L'honneur est à moi de vous rejoindre aujourd'hui pour discuter de ce sujet très important qui concerne la conservation et la bonne gouvernance des ressources naturelles. J'espère que vous m'entendez très bien. Dans les recherches que j'ai effectuées en Afrique de l'Ouest et après la consultation de la littérature, nous pouvons dire avec certitude qu'il y a plusieurs systèmes donc, de régulation en termes de gouvernance et donc de gestion des cestes et d'exploitation donc des forêts côtières, particulièrement donc les mangroves. Et ces systèmes, moi, je les catégorise en tant que chercheur en deux grands groupes. Nous avons le groupe des institutions et le groupe des acteurs. Quand on parle d'institutions, la première chose qui vient à l'idée, ce sont peut-être les ministères, les agences, etc. Mais c'est une conception erronée, en fait, de la chose. Quand on parle d'institutions en termes de gestion donc de ressources naturelles, on parle d'abord des codes ou bien des lois locales et des lois légales qui régularisent donc la gestion de ces forêts-là. Donc, en termes de conservation de mangroves, nous avons deux grands groupes d'institutions. Nous avons d'abord les institutions légales, les lois légales, qui jouent un rôle très important dans la régulation donc, des forêts de mangrove en termes de gestion. Je prends le cas où j'ai beaucoup travaillé, le cas du Bénin, pourquoi pas le Togo. Quand vous prenez le cas du Bénin, nous avons par exemple différentes lois sur l'environnement. Et il faut noter que quand on parle de loi, il n'y a pas de loi calquée sur les mangroves dans beaucoup de pays tropicaux et subtropicaux. Et donc, vous prenez par exemple le cas du Bénin, la loi cadre par exemple sur l'aquaculture et la pêche est applicable aux mangroves et interdit l'usage d'un certain nombre d'engins, dont les sacadias, dont les filets à maille fine, etc., qui sont utilisés dans les mangroves et qui constituent donc des sources de dégradation. Et aussi, vous prenez la loi, par exemple, sur le code domanial en République du Bénin, interdit le morcellement et la vente donc, des parcelles dans la zone humide, dans les mangroves. Donc, nous avons donc Constant,
première famille, vous avez dit, tout ce qui est Les institutionnel, loi. institutions loi. On Et est donc, d'accord qu'il y a beaucoup de lois souvent bien faites dans les pays d'Afrique de l'Ouest et souvent très précises, avec des corpus de lois parfois plus ou moins adaptés, mais qui ont été souvent bien réfléchis. Comme souvent des États omniprésents mais omniabsents, c'est-à-dire que bah, oui, les lois sont bien faites, mais elles ne sont pas toujours bien appliquées et elles ne sont pas toujours bien adaptées aux contextes locaux. Maintenant, seconde famille dont vous vouliez nous parler, je suis obligé d'aller un petit peu vite, hein, mes excuses. la seconde famille, c'est ce dont parle M. Amoussou Gauthier. Ça tombe dans le champ des lois, de tout ce qui concerne loi légale, code, totem, etc. Et donc, c'est de là, c'est dans cette famille que nous avons donc la sacralisation. Et à part la sacralisation, moi, j'ai découvert une autre forme de conservation qui sont les sanctuaires qui sont les forêts qui ne sont pas sacralisées, mais qui abritent aussi des divinités. Je prends par exemple au Bénin le cas d'une forêt qu'on appelle la forêt de Mitok-Boudji. Ce n'est pas une forêt sacralisée, mais qui contient des divinités qui protègent la forêt de mangrove. Il y a également d'autres exemples que nous avons. À part ça, nous avons donc les acteurs dont je parle qui participent à la régulation. Vous avez d'abord les chercheurs qui produisent le savoir pour les organisations de la société civile, dont les ONG, et ces ONG aussi qui œuvrent inlassablement à travers les sensibilisations, à travers la création des activités génératives de revenus pour pallier un tant soit peu aux coupes frauduleuses et à la dégradation des mangroves. Donc, tout ça D'accord, constitue... mais restons sur les modes de régulation. Est-ce que vous avez des petits exemples concrets que vous auriez pu voir de choses qui fonctionnent sur le terrain ou bien est-ce que, voilà, donc vraiment des choses, à part la sacralisation, qui auraient été mises en œuvre et qui concrètement régulent l'extraction des ressources naturelles? Oui, j'ai parlé par exemple de l'existence des sanctuaires qui constitue un exemple palpable qui fonctionne au Bénin et aussi l'existence donc d'autres codes qui sont instaurés par les populations elles-mêmes à part la sacralisation qui constituent qui est ancré dans leurs ethnies. Par exemple, une partie, on va vous dire que c'est, par exemple, interdit dans notre ethnie d'aller jeter des ordures dans le cours d'eau. C'est interdit d'aller laver, donc faire la vaisselle, etc. Aller jeter de l'eau souillée dans le cours d'eau ou bien, etc. Donc, tout ça, à part la sacralisation, ça constitue des codes donc, de régulation des écosystèmes de mangrove qu'on a découvert sur le terrain. Oui, tout à fait. Les codes locaux de gestion, effectivement, qui peuvent être plus ou moins adaptés à la modernité d'ailleurs. C'était bien de les pointer. Avant de clôturer cette première partie, parce que le temps court, je vais aussi témoigner que j'ai pu voir au Sénégal, dans le Ciné Saloum, des systèmes de mise en repos de bolons, hein, donc des chenaux dans les mangroves, bien déterminés, qui sont négociés avec les communautés locales, les communautés de pêcheurs, et où on va dire, ben voilà, sur ce bolon-là, pendant 3 ans ou 5 ans, on ne va plus pêcher du tout. Et donc, ils mettent une petite cordelette, hein, donc les pirogues même n'entrent plus dans le bolon, et on n'y pratique plus de pêche. Et donc, les communautés, au départ, étaient un petit peu réticentes. Et puis, quand on voit, après 3 à 5 ans, on réouvre le bolon et on réouvre à la pêche, il y a certains endroits où il y a vraiment des pêches fabuleuses en matière de coquillages, notamment. Et ça a vraiment convaincu certaines communautés de répliquer ce modèle de mise en repos qui a le grand avantage de ne pas avoir un interdit définitif. Hein, c'est-à-dire que c'est temporaire et le fait que ça soit temporaire est quelque chose qui rassure beaucoup aussi les communautés. Et ils se disent, bah, tiens, on n'a pas vraiment été obligé de le faire, on a été patient, on l'a fait, on a gagné, est-ce qu'on ne va pas le refaire? Voilà, donc c'était juste un petit Oui, témoignage. oui, très rapidement, en 30 secondes, si vous Toute dernière petite contribution sur ce sujet. une contribution. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'existence de ces moyens de régulation et
praticabilité en termes d'application du respect sur le terrain. Oui, nous avons à l'international des codes de régulation de gestion du carbone qui existent. Dans les pays, au plan national, nous avons donc les lois légales, nous avons les lois coutumières, les codes, etc. Ça existe, ça c'est l'existant, mais est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que ça marche? Voilà un autre aspect qu'il faut creuser et sur lequel je suis en train de travailler en fait. Voilà, vous voyez que nos chercheurs nationaux et internationaux sont en train déjà de dresser le bilan, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette première de cette première question et de nos panélistes, ben, on voit que effectivement, comme vient de le dire Constant, il y a différents modes de régulation possibles des ressources naturelles. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire de manière négociée. C'est possible de le faire de manière participative. C'est possible de le faire avec des incitations extérieures. C'est possible de le faire avec des motivations internes aux communautés. C'est même indispensable. On a eu différentes contributions qui, je pense, complétaient très bien. Alors, on va passer maintenant à la seconde partie de ce webinaire qui va être consacrée à une autre question, mais avant de passer à cette seconde partie, eh bien, je vais inviter nos vaillants organisateurs du webinaire à lancer doucement un sondage où nous invitons les personnes qui nous suivent à répondre à quelques petites questions, notamment pour savoir d'où vous êtes connectés. Voilà, le sondage vient d'apparaître devant votre écran. N'hésitez pas à le remplir très rapidement si vous y arrivez, par exemple. Ah voilà, mais en fait, moi je suis panéliste et donc je ne peux pas voter. Mais donc, je comptais le faire. Donc voilà, le sondage vient d'apparaître. N'hésitez pas à cliquer sur une réponse. Et puis, ben, pendant ce temps-là, ben, je vais lancer la seconde question de ce webinaire. Et donc, d'où part cette seconde question? Eh bien, du constat que, eh bien, souvent, dans les zones de mangrove, quand on y travaille et qu'on voit qu'il y a des problèmes de surexploitation des ressources naturelles, on vous dit souvent, ben, c'est l'autre là, c'est le voisin, c'est ceux du pays d'à côté. Donc, il y a non seulement la question transfrontalière qui revient très régulièrement, et quand ce n'est pas la question transfrontalière, quand ce n'est pas le voisin du pays d'à côté, c'est les allochtones. Hein. Donc, ce sont des gens qui viendraient d'ailleurs, et c'est vrai, hein, les phénomènes de migration intra-africaine sont très importants et se concentrent vers les endroits où il y a des ressources et donc vers les mangroves. Et donc, on a des personnes, des communautés qui vont dire oui, mais nous, on fait les efforts, mais en fait, le problème, il vient un peu de l'extérieur. Hein, donc, c'est toujours la question du voisin. Et donc, ben, la question qu'on va se poser, que je vais vous poser, est-ce que vous êtes confronté dans votre site à la question des allochtones et quelle place on peut leur donner dans la gouvernance, dans la surveillance, dans la régulation qu'on vient d'évoquer? Et où, s'ils n'ont pas de place, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer leur place? Et donc, je vais commencer par celui qui nous a parlé au tout début, par Monsieur Gauthier Amoussou. Est-ce que, Monsieur Gauthier Amoussou, dans votre travail à Eco-Bénin, vous êtes sur une réserve transfrontalière du Mono qui assume son côté transfrontalier Togo-Bénin, mais aussi, on sait qu'au Bénin, il n'y a pas que des Togolais et des Béninois, il y a des gens qui viennent d'ailleurs aussi. Est-ce que dans les endroits où vous avez travaillé, est-ce que vous avez été confronté à la question soit de la transfrontalité, soit des allochtones? Et est-ce qu'ils ont une place dans ces modes de régulation actuels? Et s'ils n'en ont pas, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer ça? Dites-nous un petit peu si vous avez une expérience à partager à ce sujet. Ok. Bon, merci pour la question et pour ces échanges en cours. Alors, pour ce qui nous concerne au niveau de la réserve du Mono, dans la gestion euh, des ressources de mangrove, euh,
Bon, l'usage des ressources par des allochtones, je peux vous dire que, bon, sur la ressource mangrove même, sur les écosystèmes de mangrove, on n'a pas trop de problèmes liés, hein, aux allochtones sur la ressource mangrove. Par contre, sur l'ensemble de la réserve de biosphère du Mono, côté Bénin, voilà, nous avons un certain nombre de difficultés que l'on remarque souvent au niveau de la faune. Hein, au niveau de la faune, depuis longtemps, il y a une accusation réciproque entre les Togolais et les Béninois sur le braconnage des hippopotames. Nous avons des hippopotames dans le fleuve Mono et le fleuve Mono fait la frontière entre le Bénin et le Togo. Et donc, les hippopotames étant des espèces migratrices, donc, qui circulent dans l'ensemble du fleuve, ils vont dans les mares aussi bien au Bénin qu'au Togo. Il arrive qu'il y ait des braconnages d'hippopotames. Et bon, au Togo, on a arrêté des braconniers qui se retrouvaient être des Béninois. Et de la même façon, il y a une partie de la réserve au niveau du Togo, la partie Togodo, où il y a des buffles encore dans cette zone qui viennent au Bénin. Et quand ces buffles viennent, voilà, au Bénin, comme nous n'avons pas de grandes forêts dans cette zone où les buffles peuvent s'habiter, voilà, c'est le braconnage systématique. Et donc, il y a cette accusation, disons, mutuelle qui se passe. Bon, qui est un problème qui existe. Et il faut dire qu'au niveau du Bénin, au niveau du Togo, il y a un secrétariat permanent de la réserve de chaque côté. Et il s'est fait qu'au niveau du Togo, ce secrétariat permanent fonctionne, bon, existe, d'accord, et fonctionne quand même plus ou moins. Mais au niveau du Bénin, ce secrétariat n'est pas encore installé. Et donc, mais nous espérons que d'ici l'année prochaine, c'est une priorité sur laquelle avec le CNAGREF et l'ICN, nous allons travailler pour installer le secrétariat permanent qui doit régler en fait ces problèmes de gestion de l'usage de ces ressources qui sont partagées. Voilà, on a peut-être aussi la même chose au niveau de la gestion de l'eau sur la réserve. Mais au niveau mangrove, nous n'avons pas trop des difficultés au niveau de l'usage par des étrangers ou des autochtones. On n'a pas recensé des difficultés importantes. Ok, merci pour cette contribution. Oui, effectivement, hein, c'est en fait s'accuser mutuellement, bah, c'est toujours un peu facile et parfois c'est vraiment des réalités. Hein. Vous mangez nos hippopotames et on mange vos buffles. Mais et en même temps, des deux côtés, ce sont deux grandes valeurs hein, de l'aire protégée qui sont vraiment importants à conserver et un intérêt. Hein, si je viens au Togo pour visiter les buffles, j'irai visiter les hippos et les lamantins du Bénin et vice-versa. Et donc, c'est vrai que arriver à rebondir sur l'idée d'une ressource commune, de valeurs communes pour aller vers, par exemple, un écotourisme commun et qui bénéficie aux parties, ben, ça permet d'arriver à des systèmes de régulation transfrontaliers. Vous savez que, par exemple, des pays qui sont en tension terrible, comme le Rwanda, le Congo-Kinshasa et l'Ouganda,
néanmoins ont un système d'entente entre les 3 pays pour que les gens de la lutte anti-braconnage puissent passer d'un pays à l'autre pour protéger les gorilles. Et donc des pays qui sont pourtant parfois presque en guerre sur la question des gorilles s'entendent très bien. Pourquoi? Ben, notamment parce que les gorilles rapportent énormément d'argent. Et donc, trouver des systèmes transfrontaliers propres à la conservation, propres à l'air protégé, qui sont parfois plus forts que les tensions entre les États, montre que si on a un intérêt commun, on peut aller très loin en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Amoussou. Timothée, on n'avait pas spécialement dit que tu interviendrais sur cette question, mais quand même, je vais te poser une petite question. Imaginons qu'une communauté essaye de conserver sa mangrove et espère être payée pour, mais que des allochtones viennent couper cette mangrove et qu'ils soient démunis par rapport à ça. Ben, finalement, qui va être sanctionné dans cette histoire? Parce que finalement, ça va être la communauté qui va être responsable d'une situation qui lui échappe un peu. Est-ce que ce cas est déjà envisagé? Est-ce qu'il a déjà été observé? Ou bien est-ce que le processus est encore trop au début pour qu'on ait observé ce genre de choses? Merci Cédric pour cette question particulièrement complexe. Je ne me l'étais jamais posée moi-même. J'avoue que je ne connais pas de cas de figure comme ça ayant surgi. Euh, mais c'est vrai que souvent, l'allochtone, bon, comme on disait, on va le pointer du doigt, c'est dans la nature de l'homme. Et puis, alors, l'allochtone, c'est peut-être aussi quelqu'un qui connaît pas les règles en place, donc il va le faire parce qu'il a l'habitude de faire ça. Donc, c'est compliqué, en fait, cette histoire. Donc, moi, de ce que je connais sur la région d'Afrique de l'Ouest à laquelle Blue Seed s'intéresse, c'est-à-dire plutôt Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, euh, il y a une tradition à la pêche migratrice et cette question-là, elle illustre très bien c'est- voilà, cet exemple-là illustre très bien la question des allochtones, on va dire, puisque parfois ils vont venir d'un autre pays en suivant le poisson, ils vont venir pêcher et couper de la mangrove qui sert, dans le cas des pêcheurs qui pêchent sur cette ressource assez côtière en réalité, et qui d'ailleurs dépend de la mangrove d'une certaine manière, puisqu'en fait la mangrove est bien souvent la nurserie pour les stades juvéniles de ces mêmes espèces. Ils vont venir donc couper et se servir en fait comme combustible pour sécher le poisson qu'ils pourront ensuite revendre. Euh, eh bien, donc cette tradition-là, elle est aujourd'hui exacerbée dans un contexte d'arrivée sur place de pêcheurs autrefois très, enfin, surtout européens, maintenant chinois, euh, dans un contexte de changement climatique. Donc, changement climatique, surpêche, euh, déplacement des pêcheurs qui arrivent dans des endroits où ils doivent se faire une place pour une pratique qui est coutumière. Et donc, je sais que les solutions mises en place pour améliorer, on va dire, leur acceptabilité, c'est de les aider à développer des moyens pour sécher le poisson sans entamer cette ressource-là. Donc, il y a des possibilités d'avoir des fours plus efficaces, non plus Oui, déficitaires. c'est Voilà. c'est ça. Donc, ça va être des approches d'essayer d'atténuer le problème, quoi. Voilà. Mais Mais j'avoue que le lien avec le carbone bleu, bon, enfin, tu as compris que j'essaye de sortir de cette problématique plus fermée du carbone bleu pour aller dans voilà, dans cette question de la migration, la migration, c'est quelque chose qui peut être traditionnel. Et donc, voilà, comment intégrer ces personnes-là, c'est peut-être pas mon domaine d'expertise. d'accord. Un tout grand merci en tout cas. Et du coup, ben, je croyais voir Monsieur Salatou Amougou et j'aurais
j'aurais rebondi parce que je sais qu'au Sénégal, des histoires de pêcheurs qui viennent de l'extérieur racler le poisson et utiliser du bois de mangrove pour le sécher, et donc un double impact, c'est fortement à l'œuvre, mais je ne l'ai plus en ligne, je pense. Mais du coup, je vais me tourner vers Constant. Monsieur Constant, est-ce que vous, dans vos recherches et vos terrains, vous avez pu éventuellement observer une question des allochtones ou une question transfrontalière et peut-être des façons dont ça a été traité? Dites-moi et soyez succinct. Je vois aussi que Monsieur Gauthier va aussi rebondir là-dessus. Oui, je pense que la question des allochtones, comme l'a dit Monsieur Gauthier, ça ne se pose pas trop. Si on prend le cas des mangroves dans la réserve, mais il y a certaines parties où l'aspect transfrontalier de la réserve est beaucoup plus perceptible. Il y a une barrière naturelle qui sépare le Bénin et le Togo qu'on appelle donc un chenal. C'est un chenal, le chenal Baga. Et donc, le long de ce chenal, quand vous traversez de l'autre rive, c'est le Togo, et de l'autre rive, c'est le Bénin. Donc, il y a des coupes de mangroves. Et donc, les populations s'accusent simultanément. Et celles du Bénin vont dire que non, ce sont les Togolais qui ont traversé et qui sont venus couper. Celles du Togo vont dire que ce sont les Béninois qui ont traversé, qui sont venus couper. Cette question existe entre pays, mais au sein donc du Bénin, ce caractère alloctone, c'est pas trop perceptible dans le cas des mangroves, mais dans les autres ressources, au niveau des autres ressources, oui, c'est la gestion de l'eau et aussi la gestion donc des autres forêts, des autres écosystèmes côtiers comme les, les, les points de production donc des ressources comme du sel. Il y a parfois donc ces questions et aussi pour la collecte de certaines ressources vitales dont le crabe où les gens se quittent des villages très éloignés pour venir collecter donc le crabe dans d'autres villages. Ça se passe également. Ok. C'est quelques Eh constats bien, que j'ai fait. typiquement, vous touchez les ressources un peu fluides et mobiles, hein. Le Mhm. crabe, bon, il est quand même territorial, mais enlever un crabe, ben, ce n'est pas marquer la terre. Donc, Mhm. aller prélever des ressources mobiles, en fait, c'est quelque chose qu'on peut aller faire à gauche et à droite, souvent sans avoir trop de problèmes avec les ayants droit sur la terre. Je pense que Monsieur Gauthier Amoussou voulait témoigner justement, je pense, sur une autre ressource mobile. Oui, merci. Oui, effectivement, nous avons la question de la pêche artisanale au Bénin, la pêche artisanale au niveau de l'océan, où on a beaucoup de Ghanéens sur notre côte qui viennent pêcher en mer, qui font la pêche artisanale en mer. Et nous remarquons qu'il y a une certaine collaboration, symbiose entre cette communauté ghanéenne et nos populations, en ce sens que ce sont les locaux, les Béninois, ceux qui sont sur la côte, qui achètent les embarcations, les filets, et les Ghanéens louent ou font un système, disons, d'affermage de ces équipements pour aller pêcher. Et voilà, il y a un système, un mécanisme de partenariat gagnant-gagnant et cela se passe bien. Donc, ça ne crée pas de difficultés entre eux. Par contre, nous avons une autre communauté de pêcheurs qui viennent euh, de, de 100 km de là, les dauphins, qui viennent pêcher euh, au niveau de la zone de la Bouchoura, qui viennent faire de la pêche avec des chaluts-bœufs, donc une technique destructrice au niveau
de, 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 de la faune halieutique, donc une technique qui racle les fonds. Et là, il y a des conflits. Il y a des conflits entre ces communautés-là et les populations, voilà, les populations de Grand Popo, les pêcheurs artisanaux de Grand Popo, qui, je pense que cette année, hein, il y a eu euh, même des bagarres en mer avec des dégâts. Et donc, voilà, ce conflit-là existe lorsque les pêcheurs qui arrivent utilisent des techniques détruisent, euh, qui détruisent la faune halieutique. Alors, l'autre cas que nous avons constaté, c'est en haute mer, au niveau de la grande pêche industrielle. Nous faisons des patrouilles en mer avec la Marine nationale et l'ONG Sea Shepherd chaque année. Et nous constatons en haute mer que les pêcheurs, les navires, les grands navires de pêche viennent du Togo, du Ghana pour venir pêcher. Et, et souvent, il y en a parmi eux qui n'ont pas de licence, qui respectent rien. Et lorsque l'embarcation de patrouille les pourchasse, ils vont rentrer dans les eaux du Togo et notre dispositif de patrouille ne peut pas aller les arraisonner là-bas euh, sans permission. Et là, nous avons tenté d'avoir un partenariat avec le Togo pour pouvoir faire des patrouilles conjointes. Bon, mais là, depuis 2021, ça n'a pas encore abouti. Et donc, bon, les difficultés existent beaucoup plus au niveau de ces espèces migratrices-là dans la région. C'est ce que je voulais compléter. Merci. Et du coup, est-ce que vous pensez que ces acteurs qui sont un peu hors contrôle, hein, est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen de les impliquer en allant les chercher? Par exemple, en traversant au Togo, en disant, nous, on est les Béninois, on sait que vous habitez ici, on sait ce que vous faites chez nous. Est-ce qu'il y a moyen d'entamer un dialogue maintenant avec vos autorités et avec nous? Parce que nous savons très bien qui vous êtes. Vous vous enfouillez, mais vous posez vraiment des problèmes, c'est-à-dire venir entamer un dialogue en mettant les pieds dans le plat, mais en même temps en disant, bon, ben, on est ouvert au dialogue, qu'est-ce que vous proposez, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne finisse pas systématiquement en conflit ouvert. Enfin, je ne sais pas, est-ce que EcoBénin a déjà avancé un peu là-dessus ou le gouvernement béninois ou quoi? Oui, effectivement, il faut dire que c'est les prochaines étapes sur lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire la réserve du Mono, réserve transfrontière du Mono, a un secrétariat permanent qui est déjà plus ou moins fonctionnel au niveau du Togo. Au niveau du Bénin, nous voulons travailler pour que d'ici l'année prochaine, ce secrétariat soit fonctionnel et que ces questions-là soient mises sur la table pour que on puisse faire des patrouilles conjointes aussi bien euh, sur Terre, hein, sur les écosystèmes terrestres, qu'au niveau des écosystèmes marins. Et de l'autre côté aussi, nous sommes en train de susciter de travailler à ce qu'au niveau du Togo, ils aient des aires marines protégées qui seront vraiment, disons, très proches ou bien vraiment collées, c'est-à-dire qu'on aboutisse à des aires marines protégées aussi transfrontalières dans cette zone-là, parce que le Bénin, la Bouche du Roi, c'est aussi une aire marine protégée, donc qui a été créée déjà au Bénin, mais au niveau du Togo, nous n'avons pas cela. Donc, c'est des questions qui sont sur la table et sur lesquelles travaillons et que nous allons intensifier en 2024. Ok, un tout grand merci pour votre témoignage. D'ailleurs, je vous remercie vous, mais je remercie aussi les autres
panélistes hein, déjà. Nous avons 2 questions-réponses. C'est la partie consacrée maintenant aux questions-réponses. J'en vois une troisième peut-être. Je vais regarder ça moi-même. Il y avait une question qui s'adressait à M. Sambou, mais il n'est plus en ligne, hein, qui demandait, M. Sambou, vous venez de dire que les populations n'utilisent plus le bois des mangroves pour se chauffer ou cuisiner. Comment font-ils alors pour leurs besoins quotidiens? Est-ce qu'ils vont chercher le bois dans d'autres zones? Bon, en l'absence de M. Sambou, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre pour cette question très précise et locale. Moi, j'ai un peu de mal. Je sais que c'est vrai que si on ne coupe pas le bois de mangrove pour le bois énergie, bah, il faut qu'il y ait d'autres sources d'énergie et souvent, il n'y en a pas tant que ça. Donc, moi, je n'ai pas de réponse directe, surtout concernant cet endroit-là. J'ai Oui. peut-être un Ah, élément de réponse, mais Oui, oui, qui oui, n'est je t'en prie. oui, qui n'est pas directement peut-être relié à ce cas de figure, mais effectivement, les projets de conservation, c'est un grand classique, hein, lorsqu'on met en place une protection sur un type de ressources, de biotope, d'écosystème, en fait, il peut y avoir un report sur d'autres. Donc, dans l'économie carbone bleue, c'est la question de l'additionnalité, c'est prouver que non seulement la ressource que l'on cherche à protéger n'a pas été détruite, mais qu'il n'y a pas eu en parallèle un report. Voilà. Donc dans le cas, enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais dans le cas des personnes qui utilisent le bois de mangrove pour faire sécher le poisson, l'une des solutions, c'est d'utiliser des fours beaucoup plus efficaces, comme pour le combustible, le bois combustible pour faire la cuisine, hein, d'ailleurs, hein. Donc ça, je suis certain que M. Sambou connaît ces techniques-là et peut éventuellement proposer certaines approches. Il existe les fours solaires, mais les fours solaires, j'ai entendu que c'était quand même pas forcément évident toujours de les utiliser avec une efficacité pas forcément au rendez-vous et peut-être qu'une exploitation durable du bois, c'est-à-dire une tonne de bois par an plutôt que 10 tonnes de bois pour faire sécher le poisson ou faire la cuisine, c'est peut-être une approche, en tout cas, plus réaliste, on va dire. Oui, je vois que M. Gauthier veut compléter peut-être cette contribution. oui. Alors, au Bénin, ce que nous constatons dans les zones de mangrove, effectivement, depuis 2016, le gouvernement a pris des décisions pour que les gens ne coupent plus la mangrove. Il y a eu des arrêtés préfectoraux, tout ça. Et là, et avec l'application des conventions locales et de tout ce que je vous ai raconté, la sacaillation, tout ça, et les patrouilles, effectivement, l'utilisation de la mangrove est en train de reculer. Donc, les populations ne coupent plus la mangrove aussi facilement pour aller préparer le sel ou bien cuisiner, euh, mais utilisent en recours euh, à des combustibles alternatifs. Nous avons constaté que les débris de coco euh, sont de plus en plus utilisés dans ces villages-là. Nous, à Eco-Bénin, nous diffusons des foyers améliorés dans les villages pour pouvoir réduire effectivement la consommation de bois, comme Timothée venait de le dire. Et, et donc, voilà, dans les projets que nous avons actuellement sur le terrain, il est prévu qu'on puisse installer des aires de bois de feu hein, dans ces zones-là. Euh, et, et, voilà, donc voilà un peu ce qui se fait de notre côté, je ne sais pas au niveau du Sénégal, euh, ce qui se fait. Alors, dans notre cas spécifique, je peux aussi vous dire que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de canaux. Euh, par exemple, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de canaux, c'est-à-dire
les voies de circulation dans cette réserve-là, c'est beaucoup plus de canaux d'eau. Et donc, avec l'interdiction de coupe de mangroves, de temps en temps, ces canaux-là se ferment et il est retenu dans le plan de gestion que, voilà, pour permettre aux gens de circuler, il faut élaguer de façon peut-être annuelle ou selon les besoins. Et quand on va élaguer, ces mangroves qui sont élaguées peuvent être utilisées par les populations pour leurs besoins en bois énergie. Mais c'est très encadré, donc il faut demander l'autorisation au niveau de l'inspection forestière. Il faut mettre en place un comité de suivi qui encadre ce type d'élagage. Donc voilà, et il y a aussi les coques de noix de palmiste qui sont utilisées aussi de plus en plus pour pouvoir faire la cuisson dans certains villages. Merci. Ok, merci. Il me reste 10 minutes pour encore 6-7 questions, donc on va essayer de faire court. Timothée, il y a une question qui t'est directement adressée. Y a-t-il des mesures du taux de séquestration de carbone sur les sites de reboisement du Saloum ou de Casamance qui ont été réalisés depuis plus de 15 ans avec l'appui de l'Océanium de Danone? Donc la question est assez précise. Alors, des taux de séquestration, Des mesures du taux de séquestration de oui, carbone d'accord. sur ces sites de reboisement. Alors, le taux de séquestration, en fait, le taux, ça renvoie en fait à une vitesse d'accumulation de carbone. Donc, en fait, oui, et c'est une condition sine qua non pour pouvoir bénéficier, avoir accès à l'argent de la vente des crédits. Et donc, en fait, dans en suivant le lien que je vous ai partagé, on a accès donc à la carte, à l'atlas des projets mangroves, carbone bleu mangrove dans le monde, et on peut y trouver en bleu au Sénégal le projet porté par Océanium. Et en cliquant dessus, on aura des liens pour accéder à toutes les fiches du projet. Et parmi ces fiches, il y a la fiche de vérification qui va donner les valeurs pour chaque année de CO2 estimées, accumulées, retenues. Parce qu'en effet, si on n'a pas ces valeurs, si on ne peut pas les estimer, on ne peut pas estimer le nombre de crédits carbone associés. Donc oui, il y a ces valeurs. Je ne sais pas si ça répond à votre question parce que la séquestration, ça peut être dans le sédiment, dans la biomasse racinaire et dans la biomasse aérienne. Donc il y a, et dans la litière, le bois mort et la litière. Donc il y a plusieurs compartiments, 4 compartiments de séquestration. Les méthodologies n'obligent pas forcément à mesurer la séquestration dans tous ces compartiments. Je sais que la méthodologie utilisée au Sénégal n'impose pas de mesurer la quantité de carbone qui est séquestrée dans le sédiment, mais je sais qu'ils l'ont fait. Donc, il y a quand même pas mal d'informations du côté du projet Océanium et vous pourrez trouver ces documents sur le site que je vous ai partagé. Ok, merci Timothée. On sait bien que les aspects carbone sont très techniques et en plus, ils ne faisaient pas directement partie du débat aujourd'hui. Je vais tenter de continuer les questions-réponses. Il y a quand même quelqu'un qui demande quel est le lien entre la protection de la mangrove et la pêche artisanale. Je vais y répondre moi-même et très simplement parce que ça a été évoqué dans le débat par d'autres panélistes. Mais donc, en gros, lorsque vous protégez la mangrove, en gros, vous protégez les frayères, vous protégez des zones de reproduction, vous protégez des zones de croissance des alevins et ceux de nombreuses espèces. Et donc, quand on protège la mangrove, on protège en fait les endroits où les poissons se reproduisent et donc on protège des futurs stocks de poissons. Et donc une mangrove qui est en bonne santé et qui est bien protégée et qui joue son rôle, eh bien c'est le pourvoyeur de poissons qui grandissent d'abord dans la mangrove et qui vont ensuite aller dans la zone côtière se répandre. Donc
j'ai vraiment simplifié cette réponse, mais c'est pour vous dire que plus on a une mangrove en bonne santé, plus la pêche artisanale va bien se porter. Hein. Ça, c'est quelque chose d'assez évident. Je vais essayer de voir s'il y a une question qui est plus… alors, je ne sais pas s'il y a des représentants de ceux qui travaillent en Guinée. Il y a une question, est-ce que les autorités guinéennes ont mis en place pour régulariser ou réguler la construction des ports miniers dans la mangrove guinéenne? On a exactement la même question en RDC, hein, le parc marin des mangroves qui se situe à l'embouchure de la RDC est confronté pour l'instant à la construction d'un grand port en eau profonde. Soyons clairs, hein, ce sont des enjeux nationaux et économiques qui dépassent très largement l'enjeu au niveau de la mangrove, malheureusement. Les gestionnaires de l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, sont à peine impliqués dans les impacts que va avoir ce port en eau profonde. Il existe, je reviens de cette zone, il existe une étude d'impact, mais que même l'Institut congolais pour la conservation de la nature n'y a pas eu accès. Donc, c'est pour dire que ce sont souvent des enjeux nationaux à haut niveau qui échappent souvent aux agences locales. Donc, bon, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de Guinée ici dans le panel pour répondre, mais je pense que ma réponse suffit à vous dire que ce sont des impacts importants sur les mangroves et qui sont rarement à la portée des gestionnaires locaux et en tout cas en dehors de ce débat. J'essaye encore de voir d'autres questions. On a un monsieur qui nous demande, à part les réglementations socio-économiques et institutionnelles, y a-t-il des approches ou dispositifs environnementaux qui peuvent être mis en place pour une bonne gestion des mangroves? Je ne comprends pas très bien ce que c'est une approche ou un dispositif environnemental, mais si un panéliste y voit plus clair, il peut éventuellement Oui, et répondre. si vous le permettez. Oui, bien sûr. Et je pense que à part les réglementations, je pense, socio-économiques et tout ce qu'il y a comme arsenal juridique, je pense qu'il y a pas mal de dispositions qui sont prises. Et je voulais même revenir sur, par exemple, la création des ACCB au Bénin, et les aires communautaires pour la conservation de la biodiversité, qui sont des aires protégées, qui concentrent un certain nombre d'arrondissements ou de communes, avec un mécanisme de gestion propre. Et donc, c'est ça, c'est de ça qu'on parle quand on parle donc d'approche bottom-up. Et au sein de ces ACCB, il y a pas mal d'activités qui sont organisées, par exemple, au Bénin. Il y a des jeunes qui s'organisent pour la protection de l'environnement, la salubrité et tout ça. Je pense que ça contribue énormément sur ce côté-là. Ok, un tout grand merci pour cette réponse. Il y avait encore une ou deux questions vraiment intéressantes, hein, comme quelles sont les espèces les plus vulnérables des mangroves et les dispositions à prendre pour une meilleure gestion. Énormément d'espèces sont en fait vulnérables dans la mangrove. Alors souvent, on met en évidence des espèces très voyantes, hein, comme le lamentin, comme l'hippopotame, comme les tortues marines, mais on a en fait surtout des espèces qui peuvent être des espèces communes de pêche qui peuvent être très vulnérables aussi à la surpêche et qui, elles, vont directement impacter l'alimentation et l'équilibre nutritionnel des communautés locales. Et donc, savoir lesquels sont plus prioritaires. En réalité, rappelons-nous que quand nous mettons en place les différents systèmes de régulation qui ont été évoqués ici, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient liés au marché ou qu'ils soient liés à la volonté interne des communautés, dans tous les cas, il s'agit de préserver un écosystème dans toutes ses fonctionnalités, dans tous les biens et services qu'il rapporte, dans tous
vraiment les services qu'il rend, pas seulement dans la conservation de la biodiversité, mais vraiment pour les populations locales. Et donc, tous ces modes de régulation contribuent à conserver toutes ces espèces importantes à différents degrés, soit pour la biodiversité, soit pour les populations locales. Voilà, c'est une sorte de mot de conclusion. On arrive à la fin de ce webinaire. Je voudrais d'abord remercier le collectif des 5 Deltas et tout l'équipe d'organisation, parce que faire ces webinaires en ligne, c'est un sacré enjeu. Je remercie tous les panélistes qui ont consacré leur temps pour la formation des futurs décideurs de demain, pour la formation des universitaires, pour la formation de toutes les personnes intéressées par le formidable écosystème qu'est la mangrove. J'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez appris beaucoup de choses dans son séminaire, dans ce webinaire. Et je cède la parole, si nécessaire encore, à Julia du collectif 5 Delta pour un petit mot de conclusion. Eh ben, merci beaucoup Cédric. C'est surtout un mot de remerciement du coup à vous 5 aujourd'hui. Donc Salatou n'est plus là pour entendre, mais on va le faire passer par d'autres moyens. Vraiment pour avoir animé et participé à ce débat qui était vraiment passionnant. On a appris énormément de choses et je vous remercie et félicite pour la qualité voilà, de vos interventions, la qualité de la modération surtout, qui est jamais facile parce que il faut couper les experts qui sont en train de parler alors que c'est passionnant ce qu'ils sont en train de dire. Donc bravo Cédric et vraiment félicitations d'avoir mené ce débat et encore merci beaucoup donc à Timothée, à Constant et à Gauthier d'avoir répondu présent et pour la qualité des échanges. Je vous invite encore à continuer ensemble parce que voilà, maintenant qu'on a des contacts ensemble, je sais qu'on va continuer à discuter ensemble parce que c'était vraiment intéressant. Je remercie aussi toute la partie technique du coup qui est en background et qui a permis voilà la traduction, l'interprétariat en direct donc à travers Julia Defrança et Alfou Cissé, du coup et c'est super bien passé aujourd'hui. Merci beaucoup. Et à l'équipe du programme, donc bien sûr Cédric Hardy qui est à fond pour nous accompagner et grâce à lui, vraiment on a réussi à mener ces 3 webinaires et on va surtout continuer sur la suite dans les 2 prochaines semaines maintenant. Et bien sûr Achille aussi de l'équipe 5 Delta avec qui on a pu organiser ce webinaire. Voilà, donc je pourrais remercier infiniment tout le monde. Je vais m'arrêter là sur les remerciements. Je vous invite juste à continuer à suivre nos activités et actualités de ce festival parce qu'il y a vraiment plein d'autres réjouissances qui vont continuer. Et surtout, encourager les équipes parce que c'est maintenant qu'elles vont commencer à travailler et créer ces liens entre les scientifiques et les différents experts et professionnels. C'est vraiment passionnant et je pense que c'est ça qu'il va falloir continuer dans la suite des jours, des semaines et des années à renforcer pour travailler sur la conservation et la gestion de nos écosystèmes. Encore 1000 merci. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et du coup un bon week-end de repos après toutes ces réjouissances. Merci. Merci Julia, merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Merci de nous avoir Cédric. suivis. Au revoir. Bravo à tous.